Madame, monsieur, bonsoir, il est 18 heures, vendredi 19 février. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les stations thermales souffrent elles aussi de la crise sanitaire. Fermées depuis le reconfinement, elles lancent un appel à l'aide à l'État pour leur porter secours. Si rien n'est fait, les conséquences pourraient être dramatiques pour toute la filière. On fera le point à Aix-les-Bains. Et puis nous partirons à la station des Carélis en Savoie. Comme d'autres stations, elle subit de plein fouet la fermeture des remontées mécaniques, mais elle ne se laisse pas abattre pour autant. On verra quelles nouvelles activités l'Office du tourisme propose pour attirer les touristes. Et on ouvre ce journal avec la décision du ministère de la Culture sur la tenue des festivals de musique. Les organisateurs avaient rendez-vous avec Roselyne Bachelot ce jeudi après-midi pour envisager le maintien de ces concerts estivaux. Ils sont repartis avec deux scénarios, l'annulation du festival avec une aide financière ou son maintien dans le respect d'un protocole sanitaire strict avec une jauge de 5000 personnes assises par jour. Rémi Perrier, organisateur du Musilac à Aix-les-Bains et vice-président du comité festival au sein du syndicat national des producteurs diffuseurs de salles de spectacle, a assisté à cette réunion de la dernière chance. Il reste préoccupé par les solutions proposées. Je vous propose de l'écouter. Quelle que soit leur notoriété, leur dimension, on a beaucoup insisté pour avoir des réponses précises. On a été servi, mais qu'à moitié. Je vous avoue que même si la nuit est passée, que la journée avance aujourd'hui, on a été pour la plupart sous le choc et un peu placé dos au mur. J'ai vu un édito extraordinaire, magnifique, extrêmement émouvant et touchant dans le Monde aujourd'hui, qui résume bien notre position. Un festival, c'est un projet sociétal d'échange, de partage sur une durée. Il n'y a pas que la musique, il y a des rencontres, il y a des moments d'échange, de passion, et la version debout, elle est indispensable. Alors, je conçois tout à fait qu'elle ne soit pas possible pour de bonnes raisons sanitaires. Encore une fois, il ne faut pas être complètement farfelu. Mais je trouve que l'accompagnement, les explications de la ministre de la Culture ne conviennent pas. Je ne suis pas le seul à penser ça. Je crois que c'est grave. Je pèse mes mots. Je pense que c'est une véritable déflagration, qu'il va y avoir des morts sur le bord du chemin, que ça ne va pas être facile et qu'on oublie tout un pan d'une population dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle la jeunesse, les jeunes, sans faire de la démagogie. J'ai autre chose à faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'été prochain? Autre chose, comment imaginer PNL, Niska, Angèle ou d'autres jouer devant 5000 personnes assises qui n'ont pas le droit de bouger? Qu'est-ce qui se passera dans le moment d'un concert où les gens sont tellement emportés par l'ambiance, par l'échange, par le bonheur? S'ils se lèvent, est-ce qu'il y aura un policier, un agent de sécurité derrière chaque spectateur? Bref, c'est compliqué. Moi, je vais aller au bout de l'idée parce que je suis un citoyen et surtout parce qu'on le doit à nos festivaliers, d'abord à eux, mais aussi aux artistes, aux intermittents qui nous accompagnent depuis toujours, aux prestataires, aux partenaires, aux médias comme vous. Je vais aller au bout de l'idée, on travaille déjà dessus, on va aller vite, ça va prendre la nuit, le week-end, peut-être le début de la semaine prochaine. On va étudier, instruire la possibilité de faire une version dégradée de Musilac. J'ai peur de déjà connaître la réponse, mais intellectuellement, professionnellement, ça m'intéresse d'aller au bout de cette idée. Et ensuite, on prendra la parole pour vous dire ce qui va se passer ou pas. Et on reste à Aix-les-Bains où les établissements thermaux souffrent eux aussi de la crise sanitaire. Depuis fin octobre, ils ont dû refermer leurs portes après seulement 4 mois d'ouverture. Les représentants de la filière tirent la sonnette d'alarme. Ils font face à une baisse drastique de leur chiffre d'affaires, environ 70% en moyenne pour l'année 2020, ce qui pourrait faire sombrer bon nombre d'entre eux si l'État ne vient pas à leur secours. Ils réclament une aide spécifique de la même nature de celle qui a été allouée au secteur de la montagne pour sauver la filière. Reportage. Les bains sont vides et les allées sont totalement désertes. Depuis 4 mois, c'est le quotidien des thermes à Aix-les-Bains. Plus aucun curiste ne vient se soigner et c'est bien ce qui inquiète la filière, car toute l'économie du thermalisme pourrait plonger. Alors pour la maintenir à flot, les représentants de la filière réclament une aide exceptionnelle à l'État. Nous n'avons pas la capacité, sinon, de supporter plusieurs millions de pertes sur l'année 2020. Aujourd'hui, nous demandons une aide spécifique comme l'a eu
comme l'ont obtenu d'autres professions, je pense à la montagne notamment, de façon à ce qu'on puisse redémarrer sur de bonnes bases en 2021. Il s'agit d'une enveloppe de 82 millions d'euros demandée à Bercy la semaine dernière. Pour l'instant, Bruno Le Maire ne s'avance pas sur un montant. Il promet d'abord la prise en charge partielle des frais fixes dès 2021, insuffisant cependant pour éponger les millions de pertes de 2020. Ce qu'on demande, c'est que cette prise en charge de nos charges fixes, d'une partie de nos charges fixes, puisqu'il parle de 70% des charges fixes, soit pris en compte, y compris pour la période 2020, au moins pendant la période de fermeture. Nous avons été fermés quasiment 6 mois en 2020. On voudrait que les charges fixes de 2020, au moins pendant les 6 mois, soient prises en compte. Et pas seulement le début de l'année 2021. Sur le domaine du Marlioz, même bilan, moins 71% de chiffre d'affaires. L'activité hôtelière, elle, reste ouverte, mais l'inquiétude grandit dans la filière. Certains déposent déjà le bilan, comme à Montron, en Haute-Loire, tandis que les autres attendent désespérément une date de réouverture. Aujourd'hui, on n'a aucune date. Le gouvernement est fréquemment questionné. On est un peu dans le même cas que les restaurants, où on est dans une incertitude, où aujourd'hui, on ne sait pas du tout où on va. Donc on avait une date qui était prévue au 15 février, qu'on a déjà reculé au 15 mars et qu'il faudra sans doute reculer de nouveau. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des annulations à devoir reporter. Mais on est tous pareils, puisque aujourd'hui, aucun établissement thermal ne peut ouvrir en France. La station thermale de Aix-les-Bains accueille en moyenne 30 000 curistes par an. Si le gouvernement ne répond pas à cet appel, ce sont 2 800 salariés et 27 établissements thermaux qui seront menacés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et toujours en Savoie, la préfecture a fait savoir aujourd'hui que 6 nouvelles entreprises savoyardes allaient bénéficier du plan France Relance. Lauréates d'appels à projets nationaux sur le secteur industriel, elles recevront une dotation de l'État d'un montant de 10 millions d'euros. Cette enveloppe sera mise à profit des projets portés par ces entreprises. À terme, ces entreprises seront motrices sur leur territoire en créant des centaines d'emplois sur leur site de production, dans le secteur électronique par exemple, ou à relocaliser une partie de l'activité aéronautique française. De nouveaux appels à projets nationaux seront lancés d'ici 2022. Et à l'heure où les touristes devraient envahir les terrasses sur les pistes, la station des Carélis, elle, est encore plus touchée que d'autres. Et pour cause, la fermeture de tous les centres d'hébergement qui contrôlent l'ensemble de la station. Plus aucun commerce n'est ouvert, ce qui risque d'impacter fortement le budget des activités pour la prochaine saison. Alors pour sauver la saison, l'Office du tourisme redouble d'efforts pour attirer les touristes. Il propose de nouvelles animations. C'est un reportage de Lorena Bordiac. Les commerces sont fermés, les villages vacances font porte close, la station des Carélis à Montrichet-Albanne est à l'arrêt. Ce qui est compliqué aujourd'hui et de comprendre, c'est que les commerces ne sont pas ouverts parce qu'ils sont dans une coopérative détenue par les hébergeurs et comme eux-mêmes ne sont pas ouverts, c'est logique qu'ils ne peuvent pas engager des frais pour, en plus, pratiquement pas de personnes, pas de clients. La commune se bat pour recevoir un maximum d'aide pour aider les acteurs de la station. De leur côté, les hébergeurs ont fait une croix sur l'hiver, une perte qui se chiffre en millions d'euros pour la saison. Aujourd'hui, on n'a encore pas obtenu d'aide à part du chômage partiel pour nos salariés qui seraient en CDI. On n'a embauché aucun saisonnier, puisque le reste à charge était trop élevé pour les villages clubs du Soleil. L'Office de tourisme et les hébergeurs sont déjà en train d'organiser les activités à venir pour la période estivale, avec un budget réduit car ils ne pourront pas investir autant que d'habitude. On va rediscuter avec le conseil d'administration, savoir comment on peut faire, de façon à ce qu'on ait des activités qui soient sympathiques et attirantes pour notre clientèle d'été, mais avec peut-être un budget revu à la baisse dans la mesure où on n'aura pas fonctionné l'hiver. Les 7 hébergeurs de la station ont une part majoritaire au conseil d'administration. Ils ont donc un droit de regard sur les activités proposées qu'ils choisissent en fonction de leurs intérêts et ceux de leur chaîne. Je pense engager très rapidement des discussions approfondies avec tous les acteurs de la station. Et évidemment, de toute façon, que les hébergeurs, c'est une réalité, ont un vrai poids dans la décision finale. Il y a tout de même quelques familles, des locaux, qui viennent profiter de la neige en station. Pour les satisfaire, l'Office de tourisme tente quelques nouveautés. Pour un office de tourisme, évidemment, c'est de dire comment, dans ce contexte tellement particulier, on va essayer quand même de satisfaire les vacanciers venus. Selon la situation, on fait du curling humain, on fait des activités pour les enfants, on a aussi du big airbag, bien évidemment, qu'on a ouvert et qu'on exploite, qui connaît un grand succès. Pour les 45 ans d'existence de la station, l'heure n'est pas à la fête.
Une dernière info en Savoie avec l'ouverture d'un point d'accueil numérique à la sous-préfecture d'Albertville. Depuis 3 ans, certaines démarches administratives comme les demandes de passeport, de carte d'identité ou de permis de conduire doivent être faites en ligne sur le site de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Les usagers peuvent aussi bénéficier de cet accompagnement dans les structures France Service ou Maison du Service. Et on part désormais en Haute-Savoie à la rencontre de jeunes adultes prêts à s'engager dans l'armée de terre de montagne. Chaque année, la filière séduit bon nombre de candidats, mais avant de signer, les régiments organisent des stages de préparation pour découvrir les enjeux de cette vie martiale. Cette semaine, une trentaine de volontaires se sont installés à l'école militaire de haute montagne afin de découvrir le quotidien de ces hommes de rang. Emmanuel Jose les a suivis. Ce jeudi, le lac de Passy s'est transformé en camp de formation militaire éphémère. Un terrain de jeu de choix pour ces futurs recrues qui sont venus de toute la France pour s'essayer au quotidien des troupes de montagne. Une carrière engagée qui séduit chaque année plusieurs centaines de jeunes en quête de sensations ou de responsabilités. Je suis allé dans un CIRFA comme tout le monde pour savoir, pour me renseigner. Les chasseurs alpins m'intéressaient déjà d'avant. Puis j'ai découvert qu'il y avait le MHM par lequel on pouvait passer, où c'est un peu l'élite des sous-officiers. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve à faire une PM pour voir vraiment si ça me plaît. Et en effet ça me plaît bien et c'est bien ce que j'ai envie de faire et je vais passer les agréments en mai. Je suis de La Rochelle et la dernière fois que j'ai vu la montagne c'était il y a 6 ans. Après une semaine ça confirme totalement. J'ai réussi à voir où j'en étais physiquement et vers où je vais m'orienter du coup pour entrer dans l'armée. Il y a des choses différentes et supplémentaires dans la formation du coup de fantassin. Et voilà, c'est ce genre de choses qui m'intéressent, la montagne, la neige. Et surtout l'esprit de groupe que l'armée peut offrir. Une réelle immersion d'une semaine qui vise donc à convaincre, mais surtout à donner un aperçu objectif de la vie sous les drapeaux. Et pour cela, de nombreux ateliers sont organisés, comme ici, avec une mise en situation de combat. On fait des activités militaires, et nous ici, comme on a un MHM, on rajoute une journée d'activité montagne. Donc on a fait une journée d'initiation à déplacement en milieu enneigé et montagne, donc en ski, on a fait un peu de recherche de victimes en avalanche, un peu d'abri en neige. On ne veut pas vendre du rêve en fait, on veut vendre la réalité. C'est-à-dire que le jeune qui sort de la semaine, évidemment il a touché légèrement du doigt, mais au moins il a vu certaines choses, la vie en collectivité, la notion un peu de discipline, d'ordre, un peu de rusticité, être un peu dehors, etc., un peu de salle de cours, un peu de cours le tard le soir, etc. Et voilà, c'est un peu la réalité après ce qui va se passer dans les armées. L'objectif, c'est d'avoir des gens ensuite, quand ils s'engagent, qui aillent au moins au bout de leur contrat, pas qu'ils dénoncent au bout de 2-3 mois parce qu'en fait, il y a des choses qui ne leur plaisent pas, qu'ils peuvent voir ici à la PMT. Sur la centaine de prétendants annuels à la formation de sous-officiers dispensés par l'école militaire de haute montagne, seuls 30 seront acceptés. Une sélection draconienne qui débute donc par cette préparation qui, si elle n'engage à rien, reste bien souvent la première étape d'un cursus au sein des troupes de montagne françaises. Et un petit mot sur les championnats du monde de Cortina avec la victoire de Mathieu Fèvre qui remporte 2 médailles d'or autour du cou. Après celle du parallèle ce mercredi, il remporte l'épreuve du slalom ce vendredi. Il succède à Jean-Claude Killy, dernier skieur tricolore à avoir reçu la double médaille d'or aux Géants mondiaux. C'était en 1968. En revanche, grosse désillusion pour Alexis Pinturo qui est finalement sorti en deuxième manche du Géant des Cortina alors qu'il avait remporté la première manche. Et place à notre chronique en extérieur au château de Menton-Saint-Bernard. Le responsable du potager, Hugues Devriès, nous livre ses meilleurs conseils pour profiter des bienfaits des plantes aromatiques et aussi quelques astuces pour entretenir son jardin en plein hiver. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici dans les jardins du château de Menton-Saint-Bernard avec notre hôte Hugues Devriès. Bonsoir. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez toi. On s'est vu le mois dernier pour parler de l'hiver. On est encore en période hivernale. On est derrière un prunier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se travaille à cette période de l'année ? À cette saison, on va rapidement arriver vers une période propice à la taille de fructification. Ce n'est pas forcément la taille ornementale. Et là, effectivement, c'est vraiment l'exemple typique d'un arbre qu'il va falloir retravailler complètement. Parce qu'il a été pendant de nombreuses années laissé au stade un peu naturel comme ça, et il va falloir le désépaissir, le retravailler pour pouvoir en tirer un maximum de production tout en respectant l'arbre. Donc là on voit un arbre, un sujet qui est extrêmement dense. Il faut bien voir qu'en taille, il faut imaginer qu'un oiseau puisse le traverser sans être dérangé. Donc là, on voit très bien que ce n'est pas possible. Là, ça possible. Et à la fois, donc ça c'est une première règle. Et une autre règle importante qui vient contrebalancer la première,
c'est qu'on ne réduit jamais un arbre de plus d'un tiers. Au-delà, on le met en danger en fait, on le blesse. Donc là, typiquement, dans quelques semaines, là, on va s'attaquer à celui-ci, qui est un sujet super intéressant parce qu'il a été taillé il y a longtemps et il est revenu dans un état un petit peu trop touffu. Et du coup, il y a beaucoup de travail et de vision, de design pour lui redonner une forme de fruitier de production. Et justement, en quoi ça va consister ce travail de remise en beauté? Quelques règles simples, on va favoriser les branches qui descendent parce que cueillette. On va éviter qu'ils fassent trop de bois et qu'ils partent en hauteur, du coup on va plutôt réduire le centre, mais tout en laissant quand même des éléments qui vont être les branches qui vont tomber dans un futur de 3, 4, 5 ans. Donc il y a toujours une projection comme ça dans l'avenir en disant on va exploiter les branches périphériques, mais attention, quand elles vont être fatiguées, celles-ci, il va falloir qu'elles soient relayées par d'autres. Et celles-ci, il aura fallu y penser en amont. Du coup, il y a cette espèce de vision spatiale et temporelle en fait, d'évolution de son arbre. Et puis beaucoup d'empathie aussi, il faut aimer son arbre. Cette remise aux normes, elle va te prendre combien de temps à peu près? Alors, il faut prendre son temps. C'est-à-dire, comme on ne peut pas réduire de plus d'un tiers, cette remise en forme va prendre plusieurs années parce qu'on va faire des tailles successives. Et puis, par contre, la réflexion de ce qu'on va faire cette année, par exemple, dans quelques semaines, elle va nécessiter pas mal de temps parce qu'il faut vraiment visionner, comprendre l'arbre, ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller et qu'est-ce qu'on veut en faire en fait. Donc il faut être patient. Des arbres comme celui-ci que tu vas donc retailler, il y en a combien ici sur le potager? Il y en a une 60aine, donc oui, c'est un petit peu de travail. Encore un agenda bien chargé. Oui, tout à fait. On a parlé des fruitiers, on va maintenant parler des aromatiques. Super. Voilà, là on est au jardin des simples, une simple étant une plante médicinale. Donc on a vu dans les potagers, il reste quelques légumes d'hiver, choux, poireaux, etc. Mais ici, il y a encore plein de plantes aromatiques qu'on peut utiliser en hiver, surtout dans cette période où on prend froid, on peut tomber malade, c'est d'actualité. Thym, serpolet, sarriette, origan, tout ça, c'est des plantes médicinales qui sont déjà goûteuses et ensuite qui ont des vraies vertus médicinales. Donc c'est intéressant, la sauge ici. Donc là, il y a encore non pas du travail à faire, il y a toujours du travail, mais il y a de la récolte à faire. Donc on peut s'amuser encore dans le jardin des simples avec tout ce que la nature nous offre, même en cette saison. Ça fait un joli contraste de couleurs. C'est joli, ouais, tout à fait. Au milieu des plantes, il y a une belle variété. Tu disais, là aussi par rapport à ce qu'on dit par rapport aux arbres fruitiers, le travail de récolte, il est compliqué, il est facile, comment ça se passe? Là, il est facile, si ce n'est qu'on est un petit peu dérangé par la neige. Mais, et là, en cette période, il y a aussi un travail de bouturage qui va se préparer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bouturer pas mal d'espèces ici pour les démultiplier ou les installer ailleurs. Donc, il y a la taille d'un côté, mais on peut tailler tout en bouturant, en profitant de ce qu'on a taillé. Alors, on a connu une année 2020 compliquée. Les activités ici au château ont pu continuer malgré une activité un petit peu différente. Il y a quand même néanmoins des choses à dire sur ce qui se passe ici, notamment toi avec un séminaire en préparation. Oui, tout à fait. Un séminaire qui vient de se produire là, qui était super intéressant. Alors l'activité, je parle plutôt des séminaires d'entreprise. Les entreprises attendent un petit peu, sont un petit peu en difficulté, mais justement avec Juliette de Menton, on a animé un séminaire qui était super intéressant dont le thème était vivre avec l'incertitude ou avec l'imprévisible. Donc c'est en plein dans ce qu'on vit. Complètement dans l'actualité. Et en fait, l'idée, c'est de savoir comment mobiliser, trouver les solutions pour mobiliser ces équipes, garder l'enthousiasme collectif, malgré le fait qu'on soit dans une situation complètement changeante, en changement permanent et en incertitude complète. Et finalement, la meilleure des sources d'inspiration, c'est la nature, parce que la nature vit avec l'imprévisible. Là, on a de la neige, demain, on aura peut-être de la pluie. Et la nature n'a de cesse que de s'adapter en permanence en trouvant des solutions. Et en s'inspirant de ces solutions-là, ça inspire nos modèles humains. Donc c'était un très beau séminaire et vraiment d'actualité parce qu'on se pose tous des questions. On espère évidemment que tu auras l'occasion d'en faire plus en 2021. On te retrouvera, j'imagine, au printemps avec, j'imagine, un panorama complètement différent et ce sera parti pour un nouveau cycle.
Avec grand plaisir. Donc là, tout sera ressorti et ce sera vert ou en fleurs. Donc vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Hugues. Merci Sébastien, à toi, et à bientôt. un plaisir de venir te voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, comme je le disais, au printemps prochain pour revenir ici au jardin du château de Monton-sur-Manard. À très bientôt. À bientôt. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. À suivre votre émission hebdomadaire en tête-à-tête avec Sébastien Germain et Franck Picard, triple médaillé olympique et champion olympique de Super G en 1988. Rencontre à suivre dans sa station au Cési. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour le journal à 18h. Je vous souhaite une très belle soirée. À très vite sur 8 Mont Blanc. Prenez soin de vous.